La forêt, les phares, bon d'accord. Apparemment, Yaroslav, c'est comme ça que tu as fini ta vie. Je m'appelle Yaroslav et un tueur à gages a été engagé contre moi. Je travaillais comme chef de projet dans un fonds de crypto-monnaie. Voilà, c'était au début de l'année 2019. Sacha, mon patron, m'a invité à consulter sur son projet. C'est un fonds qui fait du trading de crypto-monnaie. Il prend tes fonds sous gestion, effectue des transactions en bourse selon une proportion de 70% pour le client et 30% pour le fonds. 30 pour le fonds, 70 pour le client. On voyait de même combien il y avait, tu sais, là il y a 200 000, puis tout à coup il y en a déjà 215 ou 20. Il montre déjà une capture d'écran et regardez, il y a quelque chose qui a augmenté. En novembre, il est rentré énormément d'argent, il est rentré 400 000 en 2 semaines. Bon, maintenant c'est en crypto. Aujourd'hui, aux taux actuels, ça fait 2,5 millions. Déjà quelque part à l'automne, il a commencé à laisser échapper des moments où il ne plaisantait plus. C'est-à-dire qu'il médite et fait du trading. Là-bas, putain, il s'ouvre un 3e œil ou je ne sais quoi, ça lui souffle comment entrer dans une transaction et il y va et il fout sa merde, putain. Sous méditation, 100 à 200 000 $. Il y avait aussi d'autres personnages dans le projet. C'était un groupe d'investisseurs qui donnaient de l'argent liquide à Sacha en main propre, avec ou sans reçu, cela variait, ce n'était pas des gens ordinaires. Ces investissements totalisaient 450 000 $. Il a aussi commencé à dire que ces mêmes personnes venaient lui demander de rendre l'argent. Il disait, les gars, il n'y a pas d'argent, enfin genre, il n'y a pas d'argent. Il s'est disputé avec Sacha, l'accusant de nous avoir trompés et menés sur la mauvaise voie. Bon, des questions ont commencé à se poser, à savoir que très probablement, les bénéfices versés aux clients ne proviennent pas des profits, mais des apports des nouveaux clients. Alors, qu'as-tu fait de l'argent? Où est-il passé? Très probablement, tu t'es planté quelque part. Lors de tes séances de trading méditatif, tu as commencé à fréquenter ces types-là, tu sais, les investisseurs avec du cash, et voilà ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai pris la décision qu'il fallait entrer dans cette guerre. D'abord, je suis allé voir des avocats, c'est-à-dire que des gens m'ont aidé à formuler ce que c'était vraiment, ce à quoi ils s'exposaient, et ainsi de suite. Arnaque. Sacha a pris l'argent de tout le monde, il a dit qu'il ne pouvait plus payer, que c'était déjà la merde totale. Il s'est adressé à des bandits qui ont commencé à m'appeler pour me menacer, et enfin, vraiment menacer, pas pour plaisanter, mais sérieusement. Et je ne suis pas chez moi, parce qu'on m'appelle et on me dit qu'on va me tirer une balle dans la tête directement dans la cour si, en gros, je ne fais pas marche arrière. Voilà, je suis parti, je vivais dans différents appartements, en location, ailleurs. J'attendais juste que la pression retombe. Il y avait tout un tas d'émotions, un mélange de doutes, l'envie de faire marche arrière. Putain, merde, pourquoi j'ai besoin de tout ça? La famille, les enfants, toutes ces responsabilités, sans argent. Il faut bien gagner sa vie. Je me suis embarqué dans une sacrée merde, tu comprends, des histoires de guerre avec un type qui a détourné des millions. Et maintenant, que peut-il me faire? J'ai commencé à envoyer des messages à toutes les agences de presse qui pourraient s'intéresser à ce sujet, que ce soit des médias spécialisés dans la crypto-monnaie ou simplement différents organes d'information. Je faisais tout pour que cette information devienne publique et ne reste pas seulement dans le cercle des investisseurs ou de ceux qui connaissent le projet. Après avoir publié l'information, il y a encore eu un peu d'agitation. J'ai donné une interview et c'était la dernière fois que Sacha est réapparu. Il est ensuite passé dans la clandestinité. Pour ma part, j'ai commencé à essayer de comprendre ce que je pourrais faire de ma vie par la suite. 2 mois de silence, d'agitation et d'incompréhension totale de ce qui se passe. Où est Sacha? Ce qu'il fait. Je suis monté dans un taxi pour rentrer chez moi. En route, j'ai appelé ma femme pour annoncer mon arrivée. Devant mon immeuble, j'ai vu un fourgon garé. En m'en approchant, j'ai aperçu des gars assis à l'intérieur par la vitre latérale. Ils portaient tous des casquettes et des masques, pas des masques de plongée ou quelque chose comme ça, tu sais, mais des masques médicaux et des casquettes, comme les forces spéciales. Et à un moment, le chauffeur fait comme ça. Il me regarde, tape le bras de son voisin et lui dit « Regarde ». Je me dis « Apparemment, les gars me suivent, tu vois. J'entends, tu sais, ce bruit clic-clic, les portes s'ouvrent, tes vrrr, la lumière s'allume dans l'habitacle et je regarde. Et là, disons-le, ils sont nombreux.
Et tout le monde commence à sortir, ils courent vers moi, disent, t'écris quelque chose, et bref, ils commencent à m'attraper et à me tirer. Je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Je comprends que bon, c'est un enlèvement, qu'ils veulent aller faire quelque chose, tu sais, genre attaquer, mais bon, il n'y a aucune possibilité parce qu'il y a 2 personnes accrochées à chaque membre. Je comprends que j'ai une femme avec de petits-enfants et elle, enfin, si jamais on m'emmène quelque part sans laisser de traces, tu vois, c'est vraiment la merde. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'est résister de toutes mes forces et crier comme un fou, compris. C'est-à-dire, bon, je pensais que j'allais hurler jusqu'à en perdre l'âme, mais ça a marché. Les gens ont accouru, la concierge, tante Olia, est sortie en courant et a frappé avec son parapluie. C'était la seule, la concierge. Donc, c'était déjà une femme d'un certain âge, c'est la seule personne qui est intervenue dans la bagarre. Ils m'ont mis dans la voiture. Tout le monde me connaît dans la cour. Les gens restent et la concierge arrive en courant. Mais qu'est-ce que vous faites, sale type, c'est assez. Qu'est-ce que ta femme faisait? Comment elle l'a su? Oh, tonton était là, enfin, oh, ses voisins sont venus. Ils ont dit, genre, on n'est pas sûr, mais il semble que votre mari vient juste d'être enlevé devant l'entrée. Laissez-moi rester avec les enfants. Elle a couché les enfants. Allez voir, vérifiez. Donc elle est sortie, elle a vu que mes affaires y traînaient, elle a pensé qu'on m'avait enlevé, enfin que c'était probablement ça. Et ben en gros, il pouvait m'arriver n'importe quoi à ce moment-là jusqu'à... Eh bien, ça pouvait aller du simple fait qu'on m'ait juste arrêté et qu'on m'accuse de quelque chose jusqu'à, eh bien, qu'on me tue. Elle croyait que j'étais mort, pensait Tatou, mais comment l'éviter dans pareille situation? Tout de suite, la vidéo où l'on me voit, enfin où l'on me met directement dans la voiture, s'est répandue sur les chaînes Telegram et dans les actualités. On a enlevé un homme juste devant chez lui, dans le fourgon, précisément au moment où l'on me poussait déjà à l'intérieur et qu'on m'emmenait. À ce moment-là, j'ai déjà accepté la situation. Tu acceptes ton sort, ce qui t'attend juste devant toi. Devant moi, une image de forêt, des phares, et je me suis dit, bon, d'accord, apparemment, Yaroslav, c'est ainsi que tu vas finir ta vie. C'était comme ça. Et quand ils m'ont mis sur la banquette arrière, on s'est assis côte à côte et ils m'ont dit « Mais t'es idiot, on est en train de te sauver et toi tu cries. On est venu pour te sauver. » Je demande pourquoi. Ils m'expliquent que personne ne veut me tuer ni ne m'a enlevé, qu'ils me sauvent, mais je ne comprends rien à la situation. C'est le FBI, c'est l'Amérique, c'est Obama, c'est qui au juste? On a mis un contrat sur toi. Quoi? Quelle histoire encore? Nous sommes des agents du service de sécurité d'Ukraine. Eh bien, je dis, c'est marrant, mais pourquoi? Comment? Et alors, nous sommes allés dans la forêt, il a sorti sa carte d'identité, il me l'a montré, donc je ne croyais toujours pas. Des histoires où des agents des forces de l'ordre font des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça arrive dans notre pays, en Russie et en Biélorussie. Oui, ça arrive. J'ai regardé tout ça et à partir de ce moment-là, c'était vraiment comme un film, c'est-à-dire un transfert d'une voiture à une autre. Le supérieur reçoit en temps réel des messages, comme quoi la femme est sortie, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a indiqué dans la déclaration, et ainsi de suite. Où le plan d'interception a-t-il été annoncé? Il me dit, tu comprends qui aurait pu te cibler. Tu peux donner genre le premier nom de famille ou la première lettre du prénom ou quelque chose comme ça, ou bien des noms de famille. Je dis genre Sacha là-bas? Oui. On m'a amené à Odessa, livré, remis à l'enquêteur m'a interrogé, puis le soir, on m'a emmené dans la forêt pour une reconstitution. Un spécialiste est venu, un vrai maître dans son domaine, on m'a fait là-bas sur place, non. Ils ont regardé les références, quel genre de trou il fallait me faire pour que le sang coule, que ça coagule, que ça fasse vrai, que ça ne fasse pas vrai. L'histoire a commencé, assieds-toi comme ça, allonge-toi comme ça, fais encore ça, tu es trop propre. Les photos étaient faites pour être transmises ensuite à Sacha, et comme preuve que la commande avait été exécutée, et qu'il peut continuer à profiter de sa vie, et qu'aucun imbécile n'ira plus courir dans les médias pour raconter qu'il est un salaud, un escroc, et qu'il trompe les gens.
C'est-à-dire que je vivais dans un appartement conspiratif, il y avait toujours 2 agents avec moi, ils se relayaient. Dans ma chambre où je me trouvais, je ne pouvais pas fermer la porte. Et j'avais une télévision connectée à Internet et à YouTube, donc c'était clairement plus facile pour moi que pour les membres de ma famille. Qu'est-ce qui va se passer là-bas avec ma femme, ma mère, ma grand-mère, avec des personnes qui seront forcément plus sensibles à ça? Parce que je sais ce qui m'arrive, je sais que je vais bien, mais là-bas, les gens ne le savent pas, et c'est ça qui m'inquiétait le plus à ce moment-là. Tu n'as pas eu envie d'écrire à ta femme? J'ai décidé d'envoyer un mail depuis ma boîte mail sur la télé via le navigateur, mais je ne comprenais pas. Et puis, je faisais confiance aux collègues qui me disaient que Sacha avait des contacts dans les autorités, y compris à la cyberpolice. Ce n'est pas exclu, même si je ne comprends pas qui c'est, mais il a des contacts à la cyberpolice. Il n'est pas exclu que tout ce que je pourrais envoyer à ma femme puisse être lu et que tout cela mette en danger la situation. Donc il a fallu, tu sais, supporter tout ça. C'était vraiment très difficile. Comment le service de sécurité d'Ukraine savait-il qu'un contrat avait été passé contre toi? Je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment révéler tout ça comme ça. Mais le contrat est arrivé à une personne qui, eh bien, n'a pas voulu l'exécuter, mais a dit qu'un attentat était en train de se préparer ici, qu'il ne le ferait pas et qu'il fallait arrêter ce criminel. Ils l'ont arrêté au moment où il est venu rencontrer l'exécutant, a reçu des photos de ma tête criblée de balles qui étaient encore enduites de poudre fluorescente. Il a tout vérifié, il a regardé, il a poussé des exclamations, il a posé des questions, où on m'avait enterré, et ainsi de suite. Et il a remis la deuxième partie du paiement pour ma tête. Attention, le montant. Le contrat sur moi est de 5 000 $. Oui, au moment où il a remis l'argent, il a été arrêté. Pour Sacha, à ce moment-là, je suis ressuscité. On m'a dit, genre, c'est bon, ils ont attrapé ton gars. Genre, je dis, d'accord, mais comment? Eh bien, ils l'ont juste attrapé comme ça? D'accord, est-ce que je peux appeler? Non, maintenant, il va déjà, genre, ils vont l'emmener, lui remettre la suspicion, et alors, genre, là, ce sera possible. Ils ont contacté l'enquêteur, confirmé que c'était possible et qu'ils n'avaient pas parlé à sa femme. Je l'ai donc appelé sur Messenger pour la rassurer. Comment s'est passée la conversation avec sa femme? En fait, cette situation a tout bouleversé. On n'est plus vraiment mari et femme. Crois-moi, je ne sais pas. Alors, ça vaut la peine de le montrer ou non, mais cela n'a pas eu lieu. Tu vois, c'est comme une sorte de musique de film, tu comprends? Tout le monde court l'un vers l'autre. C'est un moment difficile, c'est-à-dire que dans la vie, tout se passe complètement différemment. Parce que, eh bien, il y a eu beaucoup de stress avant ça. Eh bien, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai été enlevé, mon plus jeune enfant avait 3 mois. Tout le monde était content. Mais ça, tu sais, ce n'est pas Hollywood, vraiment, mec, ce n'est pas Hollywood. Le procès est en cours en ce moment. Qu'est-ce qu'il risque? Quel article de loi? C'est exactement l'article 115, je crois, partie 2. C'est une tentative de meurtre achevé. Achevé, c'est parce que ça a été empêché, pas parce qu'il a changé d'avis et s'est arrêté, mais parce que ce sont les agents des services spéciaux qui l'ont empêché. Et quand il a remis le paiement, il pensait que j'étais mort. Selon l'affaire, c'est-à-dire selon l'article, de 10 ans à la perpétuité. Et à la première audience, quand je l'ai vu, je me suis retourné pour le regarder dans les yeux. Et lui, eh bien, il s'est mis à trembler, il m'a regardé et voilà, il m'a montré ça, en gros. Jusqu'au 14 février 2022, il était en détention provisoire. Toujours, tu connais le principe. La détention dure 2 mois, puis est réexaminée. L'audience du 14 jours de mon anniversaire a eu lieu le 14 janvier 2022. Ils ont décidé que c'était le bon moment pour le placer en résidence surveillée dans un appartement loué à Odessa. Et maintenant, as-tu peur? Je fais attention. J'espère sincèrement qu'il n'aura pas l'idée de s'en prendre à la famille avec laquelle nous vivons séparément en ce moment. Et eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Je ne me promène pas seul, tu sais, dans le noir. Je ne me mets pas exprès en danger. Je suis optimiste en tout cas, j'essaie de voir, même quand tout part vraiment en vrille autour de moi, j'essaie de voir quelque chose de positif
De toute façon, je vais trouver ici des aspects positifs qu'on peut formuler comme la capacité à vivre sous pression, à prendre des décisions quand tout s'écroule autour, c'est-à-dire à ne pas perdre sa concentration et à ne pas abandonner. Mais pour les inconvénients, il y en a aussi plein, notamment le divorce, le système nerveux détruit de ma mère, de ma femme, être une personne contre qui un tueur à gages a été engagé. Mes actions ont complètement éteint tout ce qu'il y avait d'humain chez Sacha et il a décidé que la seule façon de me combattre, c'était de me tuer. J'ai tué l'humain en lui pendant un certain temps. Maintenant, il est sûrement déjà, avec tout ce temps qui est passé, il a ses propres problèmes de famille. Forcément, il a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Tu vois, il doit sûrement déjà le regretter. Enfin, j'espère sincèrement qu'il lui reste quand même quelque chose d'humain dans la tête. Et que c'était temporaire, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans. Ça épuise moralement, matériellement, et parfois on a envie de faire quelque chose de constructif. Quand tu as un travail créatif, de la création, tu dois être dans une sorte de flux, tu comprends? Mais tu n'es pas dans ce flux. Parfois, on te ramène en arrière et on te dit « Vassia, allez, laisse-nous encore regarder ta tête, celle qui a été blessée par balle. » Le cynisme est apparu, oui, mais j'essaye de ne pas perdre foi en l'humanité. C'est parce qu'il y a, encore une fois, Sacha avec son billet de 5 $, et il y a les agents de sécurité, peu importe comment cela peut sonner maintenant, et ainsi de suite. Mais il y a aussi les agents du service de sécurité d'Ukraine qui sont venus et l'ont enregistré. Et au lieu de venir lui dire « Écoute mon oncle, voilà les enregistrements, regarde qui est sur la bande, qu'est-ce que tu racontes là? Tu es 100, 200 ou tout ce que tu as, donne et récupère les bandes et va-t'en où tu veux. » Non, ils sont allés au bout. Là où il y a quelque chose de sombre, il faut toujours regarder de plus près, il y aura forcément aussi de la lumière quelque part à côté.